Mesdames, Messieurs, voilà, nous allons donc faire de l'actu décalé un entretien spécial avec notre invité, Emel Guérin, journaliste politique, consultant en gestion des crises et géostratégie. On parle de l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement, BAD, analyse des forces en présence. Monsieur Guérin, bonjour. Bonjour Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. On parle de l'élection à la tête de la Banque africaine de développement. J'ai envie quand même de vous demander une fois encore ce que tout le monde sait. La Banque africaine de développement, c'est quoi ? La Banque africaine de développement, créée en 1964, est la première institution financière multilatérale africaine et qui a pris pour option, qui a l'objectif principal de lutter contre la pauvreté et le développement des pays africains. Elle contient 81 pays, dont 26 sont non régionaux, c'est-à-dire des pays étrangers qui financent la Banque africaine de développement. Et donc, depuis l'arrivée à Dessina, 2015, la banque a doublé, a triplé, j'allais dire même, son capital et a investi beaucoup en Afrique, c'est vrai. Mais aujourd'hui, avec le retrait, il y a quelques jours, des Américains, la banque est fragilisée parce que l'argent se fait rare, parce que la banque aussi vit sur des dettes, elle fait des emprunts sur le marché international. Et donc l'argent se fait très rare parce que les pays que nous considérons comme les pays développés sont en récession. Personne ne le dit, mais c'est évident. Les finances sont frappées de plein fouet, donc personne ne se sort plus l'argent. On veut plutôt s'occuper des investissements internes, chaque pays. Même la Chine, où la dernière fois, au cours du sommet international Afrique-Chine, il n'y a que 55 milliards de dollars qui étaient destinés à l'Afrique. Donc l'argent ne sort plus, l'argent se fait rare. Et donc le prochain président a un grand défi à relever, vu le retrait, et puis le Japon aussi s'en va. Et quand vous parlez du retrait des Américains, de quoi parlez-vous ? Oui, c'est-à-dire Trump a dit qu'il ne mettra plus un seul dollar dans la Banque africaine de développement. Et les États-Unis qui sont le deuxième actionnaire après le Nigeria de cette banque, s'ils s'en vont, ça veut dire que ça pèse lourd. Et il faudra aussi... du Japon ? Le Japon aussi veut s'en aller, évidemment. Ça veut dire que d'autres pays vont suivre, même s'ils n'y vont pas. Qu'est-ce qui justifie ces départs ? Parce que chaque pays chez soi, ils sont confrontés à une crise internationale financière qui s'annonce très grave dans les mois à venir. Et quels seront alors les défis du prochain président, puisque vous l'avez évoqué tantôt? Oui. Comment pourra-t-il donc hisser la BAD au niveau où la BAD est actuellement avec le président sortant? Oui, justement, le président sortant a mis la barre haute, même si sa deuxième élection est polémique. Vous savez, il y a 4 ans, il avait été soupçonné par des agents de la banque qui ont gardé l'anonymat et qui avaient écrit pour dénoncer la corruption, pour dénoncer l'enrichissement illicite de M. Adesina. C'est vrai que quelques mois après, les experts l'ont blanchi, l'ont disculpé et il a pu remplir. Cela dit, aujourd'hui, il a mis la barre un peu haute en triplant le capital de la BAD. Ce qui veut dire qu'avec la crise qui s'annonce actuellement financière, le prochain président va devoir redistribuer les cartes, va devoir remodeler la banque. Et moi, avec ce qui s'annonce dans les mois, dans les années à venir, je pense que cette institution aura de sérieux problèmes à relever le défi. Absolument. Ah oui. D'accord. Très bien. Et quels sont les candidats qui sont en liste? Ils sont au nombre de combien? Et pourquoi autant de candidats? Pourquoi on n'a pas de candidats en liste? On n'a pas 3 candidats. Et quels sont les candidats en liste? Pour l'heure, nous avions 5 candidats qui sont officiellement retenus. Il y a 2 candidats de l'Afrique de l'Ouest qui sont d'ailleurs 2 anciens ministres. Il y a le Sénégalais Amadou Hott, qui fut ministre de 2019 à 2022. Il y a aussi le Mauritanien Sidi Oudda, qui a été même
reçu en audience à Cotonou par le chef sollicité le vote de l'État. Oui, le vote du Bénin, qui malheureusement ne compte pas beaucoup. Ah bon? Oui, ne compte pas beaucoup. Et même pas parmi les 20 premiers pays membres dont les voix comptent énormément au cours du vote qui aura lieu le 29 mai prochain. Vous aviez également deux originaires de l'Afrique australe. Il s'agit de l'économiste zambien Samuel Maibo et enfin la sud-africaine qui fut d'ailleurs vice-présidente de la banque, Tchassabala, et qui pour ma part me paraît plus apte à obtenir le poste simplement parce que l'Afrique du Sud fait partie des 5 premiers pays contributeurs de la banque et qui n'a jamais encore obtenu la présidence de cette banque. Alors, et quand il va faire mettre en œuvre ses amis de Debris, je pense, et avec l'expérience, la continuité, cette dame me paraît plus en pole position pour remplir. Et enfin, nous avions les États-Unis qui s'en vont. Ça veut dire qu'il faut redistribuer la carte électorale de la banque. Avec près de 6,5% du vote de la banque. Et donc, je pense que il y a du challenge. Quelles sont les forces en présence? Vous avez commencé par en parler. Vous trouvez que la Sud-africaine est une force en présence? Il y a aussi le Tchadien et Abbas Mahamat qui pourrait aussi, sauf que le Rwanda a déjà eu la présidence, c'est d'ailleurs un Rwanda qui a cédé la présidence au Nigeria. Je ne trouve pas en bonne position les candidats de l'Afrique de l'Ouest parce que c'est pratiquement impossible qu'on redonne la présidence à un autre candidat de l'Afrique de l'Ouest puisque le Nigeria fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc eux, personnellement, je les mets out vu les analyses qui sont évidentes là. Est-ce qu'à la tête de cette banque, ça réfléchit aussi comme ça? Parfois on dit, voilà, tel poste est destiné à telle nationalité ou telle autre nationalité, ça ne se joue pas comme ça. Oui, d'accord, mais vous savez, depuis la création de la banque, je crois qu'il y a eu environ moins de 10 présidents. Et quand vous voyez les pays, il y a eu le Nigeria, le Rwanda, le Maroc, le Sénégal, la Zambie, le Ghana, la Tunisie et le Soudan. Donc, je ne pense pas que... Et l'Afrique du Sud ne l'a jamais été. Les États-Unis sont en train de partir, le Japon également, ce qui repositionne l'Afrique du Sud, qui était, je crois, le 3e ou le 4e pays contributeur d'actionnaires de cette banque, qui, pour moi, paraît... Et surtout que sa candidate fut vice-présidente de la banque, qui vient de démissionner il y a quelques mois seulement, pour que sa candidature soit éligible. Donc cela me paraît plus acceptable par les actionnaires. Quel est le processus de vote? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ce vote-là se passe? Le vote a lieu par les actionnaires au cours de l'Assemblée qui aura lieu le 29 prochain à Abidjan. Et le Nigeria, à lui seul, détient plus de 9000 voix. Le Nigeria, vous voyez, l'Égypte 5000, l'Afrique du Sud 4000, le Japon 5000. Maintenant, le Japon et les États-Unis. Je ne sais pas si le système va permettre à ce que ces deux pays puissent voter, puisque les États-Unis sont en train de partir. Donc, je disais ils sont en train de partir. S'ils ne sont pas partis, ils vont voter. Comme ils sont en train de partir. Ils ne veulent plus mettre de l'argent. Les États-Unis étaient le 2e pays contributeur de cette banque. Et le Nigeria en tête. Donc les voix du Nigeria comptent. Et je pense que c'est au vu de la contribution financière au sein de l'institution que les voix électorales sont obtenues. Donc, même si le Tchadien est soutenu par les chefs d'État de l'Afrique centrale, je pense que pour ma part, l'Afrique du Sud est bien positionnée pour remplir. Mais il y a le conseil des gouverneurs composé des 81 administrateurs ou représentants, j'allais dire, des 81 pays membres aussi qui votent, non? Oui, c'est-à-dire que, évidemment, c'est cela. Mais l'Afrique du Sud est un grand pays. L'Afrique du Sud se positionne aujourd'hui sur le cycle financier et économique africain.
mieux que le Nigeria qui est en plein déclassement avec la crise économique et financière que vit le Nigeria aujourd'hui. L'économie nigériane est en agonie et a besoin donc de soutien solide. Et comme cette dame fut vice-présidente, elle connaît déjà les rouages, les méandres de l'institution et pourra continuer dans la même lignée que le président sortant. C'est pourquoi je pense qu'elle sera élue. Et vous ne pensez pas qu'il y aura une surprise générale? C'est possible, mais aujourd'hui... Le Mauritanien, c'est bien le Mauritanien. Ah oui, vous ne le voyez pas venir. La faiblesse du Mauritanien, c'est que la Mauritanie fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Donc je ne pense pas que la présidence puisse être remise encore à un autre pays qui fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Et les difficultés aujourd'hui, le monde a changé. Le monde évolue. Nous sommes face à un monde multilatéral. Et il faudrait donc que si les autres candidats qui veulent du changement, en fait, positionnent la Banque africaine de développement sur une autre orbite, elle va péricliter. C'est pourquoi je pense que les dirigeants préféreraient la continuité pour rester un peu dans la stabilité. Ah oui. Absolument. Je pense que c'est ce à quoi on aura affaire le 29 mai prochain. Mais vous n'avez pas parlé du Zambien. Oui, le Zambien, je ne vois pas sa course électorale convaincre les pays, les 81 pays à voter pour lui. C'est vrai que c'est un grand économiste, il faut l'avouer, mais je pense et je le dis que l'Afrique du Sud est bien positionnée. L'Afrique du Sud qui est le seul pays africain qui fait partie de ce groupe immense aujourd'hui qui a changé la géostratégie économique et financière mondiale. Donc je parle des BRICS. Alors là, ça va peser lourd. La Chine, même si la Chine a environ 1,5% de voix électorales au sein de l'institution, elle est quand même un grand pays et a une grande influence sur les pays africains et pourrait influencer en faveur de l'Afrique du Sud. On a parlé tantôt du Nigérian qui va partir quand même, qui a hissé la banque à un certain niveau. Qu'est-ce que cette banque fait pour l'Afrique? Ça, c'est une très belle question. Elle a pour option principale de lutter contre la pauvreté. Et vous constatez avec moi que depuis plus de 60 ans, la pauvreté s'agrandit en Afrique. Elle n'a pas reculé, en fait. C'est ça l'enjeu important. Pour dire que ces institutions sont appelées à disparaître un jour, puisqu'elles ne sont plus efficaces, puisqu'elles sont plombées aujourd'hui avec la crise économique et financière qui menace le monde entier aujourd'hui, avec le repli financier et économique des pays qui ne veulent plus sortir de leur argent parce que la population s'agrandit, les enjeux sont énormes, les enjeux nationaux sont énormes. Les États-Unis qui veulent revenir à l'Amérique, qui veulent augmenter le capital humain américain et ne plus sortir de l'argent. Et donc, beaucoup de pays seront obligés de faire comme eux parce que c'est le monde qui le demande ici et que ces multinationales qui, en fait, quand vous voyez leur fonctionnement, ne pensent réellement pas à l'humain. C'est ça le problème. Et je vous ai dit, il y a 4 ans, des employés, la Banque mondiale, la Banque africaine du développement, emploie plus de 200 000 employés. Et voilà un autre atout. La majorité des employés au sein de la base parlent français. Il y a 2 langues officielles. Et Madame Tchassabala, parle également les 2 langues. Donc c'est un atout. Donc vous voyez que les... Tchassabala. C'est difficile à prononcer. Et donc, Tchabalala, exactement. Voilà. Et donc, vous voyez, le Zambien, il ne parle pas français, ce sera difficile. Voilà les atouts de l'ancienne vice-présidente qui est sud-africaine, qui pourra briguer, je pense, la présidence. Donc, aujourd'hui, les possibilités financières de la BAD sont diminuées et vont diminuer encore les jours à venir, surtout avec le retrait des États-Unis. Et si la BAD, l'une de ses vocations est de lutter contre la pauvreté en Afrique, et que vous dites que la pauvreté semble augmenter, et si son pouvoir économique diminue, ça veut dire qu'on va rentrer dans une autre tournure. Peut-être que la banque lutte contre la pauvreté et que
étant donné que la pauvreté à un certain niveau, on ne sent pas vraiment l'efficacité de cette lutte. En 2023, le Fonds africain du développement, qui est aussi actionnaire financier de la BAD, dans ses statistiques, a publié que 1 million d'Africains ont eu de l'eau potable. 2023. 1 million d'Africains. Sur combien, par exemple? 500 000 ont eu accès le à Nigeria seul, on l'électricité. fait combien de millions? On sait combien de millions ça fait? C'est ça la réalité. C'est C'est ça la réalité des faits. Aujourd'hui, le constat est là sur le terrain. Les pays africains, la pauvreté, la misère, le sous-emploi, le manque d'emploi. On sape l'emploi de la jeunesse et qu'on ne crée rien. L'Afrique n'est pas encore industrialisée. Il faut penser donc à l'industrialisation de l'Afrique. Ou un pays comme les États-Unis, de Trump par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Pendant près de 30 ans, les Occidentaux se sont désindustrialisés parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle la délocalisation à cause de la main-d'œuvre pour envoyer leurs entreprises, leurs industries en Chine. Maintenant que les choses ont changé, Trump vient et dit « Je ramène toutes les industries américaines au pays » et ça crée des emplois. Quand vous ne créez pas d'industrie, et posons-nous la question pourquoi, si c'est vraiment une question de main-d'œuvre, pourquoi ces Occidentaux ne sont pas venus installer leurs industries ici et ils ont préféré aller jusqu'en Chine, alors que géographiquement nous sommes même plus proches d'eux, mais ils sont allés jusqu'en Chine. Est-ce que ceux-là, les 26 par exemple, vous créez une banque africaine et vous y mettez des actionnaires comme des étrangers, c'est-à-dire des anciens colonisateurs, des impérialistes, quel intérêt à ce que l'Afrique puisse se développer ou qu'il n'y ait plus de pauvres en Afrique? Ce n'est pas possible. C'est l'Afrique qui a les matières premières, qui a les minerais. Et donc il faut continuer à mettre l'Afrique sous domination. Et qu'il vous souvienne qu'un président français l'a dit publiquement, nous avons pillé pendant des années l'Afrique. Je parle de M. Jacques Chirac, qui a quand même dirigé la France pendant très longtemps, Premier ministre, maire, et ensuite président pendant 10 ans ou 12 ans, je ne sais pas. Donc, les vérités sont lâchées et on constate que ces pays ont tout le temps pillé l'Afrique. Alors, quel intérêt votre ennemi a, et même si c'est de bonne guerre, et le monde fonctionne toujours comme ça, il y a des rapports de force. Si l'Afrique aussi avait pu se positionner sur les technologies, je pense qu'elle n'hésiterait pas à influencer le monde ou à coloniser d'autres nations. Et puis cela viendra, ça c'est sûr. Ou que le blanc sera esclave du noir, ça c'est évident, c'est une évidence. C'est comme ça que le monde fonctionne. Quand vous voyez aujourd'hui que même les plus matérialistes, les plus sombres de l'économie mondiale, comme quelqu'un comme le français Jacques Attali, qui dit que les solutions du monde de demain seront essentiellement spirituelles. Et c'est sur cet échiquier que l'Afrique doit se positionner pour exhumer ses valeurs endogènes, comme fait déjà la Russie de Poutine, comme fait aujourd'hui Donald Trump, comme fait les pays comme la Hongrie, comme l'a toujours fait la Chine d'ailleurs. Donc il faut compter sur nos propres forces. Vous ne pouvez pas créer une banque pour lutter contre la pauvreté et endetter encore la banque. Et le système de notation aujourd'hui que nous voyons n'est pas crédible. Il faudra changer ces systèmes de notation où vous voyez un pays. Et puis quand on nous parle du PIB ou de la croissance, mais c'est une arnaque. Je dis bien c'est une arnaque et je ne suis pas le seul à dire. Même des grands économistes aujourd'hui commencent par le dire clairement. Parce que vous prenez un pays africain qui, par exemple, a sa croissance plus élevée que la France. Ça ne vous fait pas rire? Ça doit vous faire rire. Est-ce que ce pays est plus développé? Donc c'est une véritable arnaque et le problème ne se trouve pas là parce que les populations demeurent toujours pauvres. On n'a pas de l'eau potable, on n'a pas d'électricité, on ne finance surtout pas. La banque devait quand même financer essentiellement, je dis bien essentiellement, les recherches scientifiques. Donc mettre de l'argent dans l'éducation. C'est ce que les pays, quand nous envions la Chine par exemple, c'est ce que la Chine a fait. Il faut financer la recherche scientifique parce que c'est là que nous pouvons nous développer. Et aujourd'hui, des scientifiques sont prêts, sont préparés à des scientifiques, beaucoup de secrets, beaucoup de technologies nouvelles sont révélées et ça va profiter forcément à l'Afrique parce que les années à venir
il faut que l'Internet sera gratuit, Et là, vous avez vu la crise, et voilà l'un des problèmes de la BAD aujourd'hui. La crise sanitaire a mis à nu tout le système scientifique mondial. Personne ne s'y attendait et personne n'a réussi. Et donc, par rapport à ça, vous avez vu, est-ce que ça a fait autant de dégâts en Afrique? Donc, l'Afrique est encore vieille. L'Afrique a encore toutes ses chances. L'Afrique, c'est le moment où, je crois, je vous l'avais dit la dernière fois, nous sommes dans un cycle de lumière et de rétribution. C'est-à-dire le jugement divin tombe, le karma tombe, et donc ceux qui ont pillé, ceux qui ont agi contre l'Afrique, qui ont fait ce mal, vont devoir payer. Et certains comme Trump, Poutine et ainsi de suite, ont compris la situation pour corriger les choses dans le monde, pour ne plus continuer à être des gendarmes derrière, parce qu'ils ne veulent pas disparaître et c'est leur droit. Et si les Africains ne comprennent pas qu'il faut se positionner sur ce courant, sur ce flux lumineux, cosmique du Christ, qui englobe aujourd'hui notre univers, pour que tout ce qui est caché soit révélé aujourd'hui. Rien ne sera plus caché, tout sera révélé. Et puis, quand vous ne financez pas l'éducation, quand on ne change pas, regardez le système éducatif africain. Moi, ça me fait sourire, je dis c'est pas possible. Qu'on laisse les pays étrangers, comme le Canada ou la Belgique, nous proposer un système éducatif, ça n'a aucun sens. La méthode de réflexion, même si on a beaucoup appris, on est comme les Occidentaux, mais ce n'est jamais la même chose. L'Africain ne réfléchit pas, ne pense pas, comme l'Européen, par exemple. Donc, on ne peut pas copier le système éducatif étranger, ce n'est pas possible. L'Afrique doit s'asseoir et adapter son propre système éducatif à elle et à son éducation et voir quels sont les secteurs dans lesquels il faut investir aujourd'hui pour pouvoir faire décoller l'Afrique et surtout la jeunesse. Élection du nouveau président de la BAD, analyse des forces en présence. Vous pensez que c'est bien la sud-africaine qui, elle, est en pole position pour être élue présidente de la BAD, et l'élection du nouveau président de la Banque africaine va se dérouler le 29 mai prochain lors des assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs qui se tiendront à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est du 26 au 30 mai 2025. Monsieur Egel Guérin, quel est votre mot de fin? Oui, je dirais que l'espoir de l'Afrique pour l'essor africain ne réside plus au niveau de ces institutions qui ont fait leur temps et qui s'affaiblissent, qui dépendent essentiellement de l'aide extérieure. Et vous prophétisez leur disparition? Absolument. Ce qui est sûr, tout sera remodelé. Quand les grandes puissances commencent par partir, il va rester quoi? Il va rester les Africains. Et je suis sûr, je compte sur cette nouvelle génération de gouvernants qui arrivent. On le voit dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest déjà. Vous voyez mon clin d'œil. Et donc, cette nouvelle génération de gouvernants viendra forcément pour changer la donne, pour changer les choses et repositionner l'Afrique, évidemment, sur un échiquier international. Puisque nous sommes dans un monde multilatéral aujourd'hui qui a été décrété par ceux qui nous ont alignés, qui nous ont contraints, qui nous ont cadrés dans l'unilatéralisme. Maintenant, les choses ont changé. Nous devions en profiter pour dire que nos ennemis se battent entre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les regarder. Ça me fait rire quand un président africain, francophone surtout, était reçu sur une chaîne internationale française, LCI principalement, pour décrier, condamner ce que fait M. Poutine, étant même bien un ami personnel à lui, et qui dit qu'il ne faut pas faire les choses par la force. Bravo. Une semaine après, c'est lui qui vient qui annonce qu'il faudra aller chasser le général Tiani par la force. Vous voyez comment ça veut dire quoi? Ils n'ont plus la situation en main. Il faut que l'Afrique comprenne qu'ils n'ont plus la situation en main et que ces grands groupes vont disparaître forcément, vont devoir rendre compte de tout ce qu'ils ont fait. Ces puissances financières internationales qui ont gouverné le monde pendant tout le temps sont frappées de plein fouet. Les banques sont en faillite aujourd'hui aux États-Unis et un peu partout dans l'Europe. L'Allemagne est en train de rentrer en récession, une grande puissance. Et que le Japon aussi, qui, pendant plus d'une trentaine d'années, le Japon était la première puissance financière qui apporte de l'aide à l'Afrique. Personne ne le dit. Il ne fait pas de grand bruit, mais c'était le Japon, contrairement à ce qu'on nous faisait croire à la France. Et Donald Trump a montré ces institutions financières comme l'USAID, qui était plutôt financée par des personnes qui ne voulaient pas du tout du bien
à l'Afrique, ainsi de suite. Donc le monde change et l'Afrique a intérêt à se positionner. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes Emel Guérin, journaliste politique, consultant en gestion des crises et géostratégie. Vous étiez dans ce studio pour répondre à nos questions par rapport à l'élection du nouveau président de la BAD. Vous nous avez aidé à comprendre l'analyse des forces en présence. Monsieur Guérin, merci d'être venu. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc à la fin de cette matinale de ce vendredi que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci de l'avoir suivi. C'est Marcel Yado qui a réalisé toute cette matinale, mais également au son, c'est Emmanuel Agbojelou, Alain Alou et toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis. On va se donner donc rendez-vous pour ce soir sur le forum de rédaction, c'est à 21h. Bonne suite de nos programmes. À 13h, retrouvez Carole. Voilà, et à bientôt.